Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis ravie que James Carles m'ait invité pour ses 20 ans donc, de festival, et je le félicite encore pour ce chemin, puisque c'est pas simple quand on est chorégraphe de mener également un travail en parallèle et de festival, de recherche, en lien avec les universités. C'est tellement important de créer ce lien entre la théorie et la pratique, et de ne pas laisser la danse comme une pratique uniquement corporelle qui est dénuée de réflexion. Donc bravo encore James, et merci pour ton invitation. Donc je suis réunionnaise, chorégraphe, danseuse et également chercheuse en anthropologie. Donc j'ai toujours tenu à mener mon travail artistique en parallèle de mes formations universitaires, parce que je souhaitais vraiment comprendre en fait ce qui se passait autour de moi dans le monde, dans mon pays, la Réunion, et je n'avais plus envie en fait qu'on pense à ma place et qu'on me dise comment il faut que je pense. J'ai beau avoir la peau blanche, je suis de la Réunion avec un imaginaire complètement réunionnais, avec des références locales ouvertes sur le monde, et je ne pouvais plus entendre, je dirais même depuis l'enfance, des propos tels que les bienfaits de la colonisation, autant de phrases qui pouvaient laisser croire en fait que il y avait une façon de penser, une façon de voir la vie, le monde, c'était la façon franco-française. Et donc voilà, j'ai pourtant migré, je suis partie de la Réunion en 2000 pour continuer mes études universitaires, d'abord sur Montpellier puis après Paris, et j'ai continué donc à me former aussi artistiquement. Donc j'ai vraiment mené ces deux barques à la fois, qui m'ont vraiment beaucoup nourri, et je dirais que le travail aussi bien artistique a nourri le travail intellectuel et vice-versa. Ce qui m'a amené progressivement à prendre conscience que lorsque j'étais en formation à l'agrégation d'EPS, que je devenais un peu spécialiste de l'histoire des pratiques physiques en France au XIXe siècle. Et puis il se passe des synchronicités qu'on ne sait pas forcément toujours expliquer, mais qu'on accueille parce que ça nous bouleverse. Et je prends conscience qu'effectivement, j'en connais un paquet sur l'histoire des pratiques physiques en France, et rien sur l'histoire de la Réunion proprement dite. Et donc cette prise de conscience me bouleverse au point de repartir à l'université, de ne pas continuer sur l'agrégation et de prendre un chemin de pèlerin, je dirais, pour comprendre ce qui se passait au XIXe siècle à La Réunion au niveau des pratiques physiques. Et je me suis donc interrogée en me disant, 19e siècle, 1848, l'abolition de l'esclavage, les esclaves, les pratiques, le Maloya, bien sûr, et c'était en 2008. Donc je tape sur internet, danse Maloya, je l'écris de manière différente, parce que peut-être que ça a été mal orthographié, et je trouvais rien sur la danse. Entendons-nous bien, c'est de la danse Maloya, il n'y a rien d'écrit. Et puis, grosse prise de conscience, de deux choses l'une, soit on critique et on dit oh, personne n'a rien fait, c'est nul, ou on se dit ah, si j'en prends conscience, peut-être que je dois faire ce travail, mais alors est-ce que c'est à moi de le faire, est-ce que bon attends, t'es réunionnaise, t'es universitaire, t'es danseuse et chorégraphe, je pense que tu peux y aller, il faut y aller quoi. Donc je retourne à l'université et je m'inscris dans un cursus donc Master 2 en anthropologie pour comprendre, analyser et être capable de parler avec le plus grand respect et la plus grande, je dirais, exhaustivité possible à ce moment-là, puisqu'aucune note n'existait, aucune trace, aucun écrit scientifique n'avait été fait sur la danse Maloya et que tout était à inventer. Et donc me voilà partie sur un chemin de recherche de longue haleine. Donc la danse Maloya, au cours de ces recherches, au cours de ces années de recherche, j'ai donné plusieurs titres à cette conférence. Un paradigme de créolisation, puisque c'est effectivement le cas. J'ai aussi donné le titre La danse Maloya ou Les danses Maloya, parce qu'on s'est rendu compte, et je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait pas une seule manière de danser la danse Maloya, mais des manières. Donc voilà. Ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas bien où se situe la Réunion, donc à côté de Madagascar, voilà, là où il y a le point rouge, donc dans l'océan Indien.
Et comme Françoise Vergès a très bien introduit sur l'histoire du Maloya, donc vous pouvez vous imaginer peut-être plus clairement sur les chemins, les routes aussi partant de Mozambique, de Madagascar vers la Réunion et comment tous ces flux ont été organisés. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé. Voilà, donc une autre carte qui est... Et là, on voit apparaître le terme le Sega. On est en 1860. Donc l'abolition de l'esclavage a été déjà proclamée. Je ne vais pas m'étendre sur l'appréciation personnelle. C'est écrit donc le Sega, danse des Noirs, le dimanche au bord de la mer à Saint-Denis. Saint-Denis qui est la capitale, donc, au nord de la Réunion. Et donc le Sega, danse des Noirs. Aujourd'hui, la réalité choréologique et instrumentarium du Sega n'est absolument pas la même chose que ce qu'on aurait pu voir là, ou la photo que la lithographie qu'a montré tout à l'heure Françoise Vergès. Vous voyez ici les tambours, un hocher là sur votre droite, et il y a le bobre également qui est l'équivalent du berimbau brésilien. Donc le Sega, en fait, ce que j'ai compris de ce cheminement, c'est que le terme Sega était un terme générique qui permettait de désigner la danse et les airs de musique des Noirs dans l'océan Indien à cette époque-là. Il y a eu plusieurs dénominatifs. Sega, Chega, Tsiega, tous en tout cas évoquaient les pratiques des Noirs à cette époque-là, à tel point qu'ils ne faisaient pas de différence entre si c'était des Mozambicains ou des Malgaches qui arrivaient. Ils parlaient globalement, de manière générique, de Sega national, avec des différences plus ou moins bien appréciées, puisqu'ils n'avaient aucune capacité analytique à l'époque des danses qui se faisaient. Donc voilà. Puis on voit aussi apparaître le terme le Sega quadrille créole. Alors on se dit, ok, pourquoi il y a tous ces différents noms qui sont donnés aux pratiques des Noirs? Et en fait, à cette époque, les pratiques européennes investissent également par les voyages, arrivent avec les colons, les esclavagistes. Et puisque les milieux sont complètement poreux, hein, on n'a pas de séparation nette entre les espaces esclaves et les espaces des maîtres. Donc les populations sont de toute façon en contact. Et le Sega qui désignait cette danse des Noirs s'européanise, on pourrait dire. Et donc le Sega quadrille créole, c'est l'européanisation de la danse des Noirs. Autrement dit, nous avons ici une image, voilà, donc, qui finit par s'appeler Sega créole. On voit ici la dame prendre un foulard un peu grand, mais c'est une image qui montre, on peut voir là-dedans en tout cas, des manières de danser qui sont typiquement européennes, avec la danse du foulard, hein, qui existe d'abord déjà en Europe. Et en même temps, il y a ce déhanché du danseur sur le côté, où il y a vraiment une symbolique très forte de ce mélange entre les danses européennes et les pratiques et les attitudes corporelles plutôt noires. Donc ce Sega existe aussi à Maurice, et elle désigne donc de toute façon les pratiques des Noirs dans l'océan Indien, aussi bien à Maurice qu'aux Seychelles, qu'à Rodrigue, et elles revêtent plus ou moins les mêmes formes chorégraphiques et musicales. Là, vous voyez d'ailleurs ces fameux Sega à Maurice. On voit là, le danseur tenir la danseuse, donc établir un contact physique avec la danseuse. Et on va le voir tout à l'heure que la réalité aujourd'hui du Maloya est justement opposée à celle-là. Donc il y a vraiment une scission qui s'est créée, une différenciation dans les formes choréologiques. Également, c'est un peu petit, c'est écrit mulâtresse roulant le Sega. D'autres lithographies qui permettent d'illustrer ce qui se faisait à l'époque. Donc le Sega, donc
un terme générique qui désigne les danses et les airs des Noirs dans l'océan Indien au XVIIIe siècle. C'est un chirurgien, c'est beaucoup les chirurgiens, les voyageurs de l'époque, médecins tout à l'heure, elle en parlait, Ouria. Ce sont souvent ces personnes qui sont en fait ceux qui laissent les premiers écrits, les premiers témoignages de l'époque. Donc voilà, ça confirme encore. Donc ce Sega, on voit différentes dénominations. Donc Sega primitif, avec son caractère bien péjoratif, évidemment, c'est de contexte historique, ou de Sega national, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en parallèle, ce Sega créole qui arrive. Je vais vous lire des extraits en fait qui m'ont définitivement convaincue, parce que j'étais quand même pas sûre de là où j'allais. C'était quand même assez flou pour moi, parce que je me lançais dans une recherche où il n'y avait pas de sources suffisamment riches, en tout cas à premier abord, pour me lancer dans cette recherche. Et puis finalement, en lisant ce genre d'écrits datant du 19e siècle, je me suis dit, bon là je crois qu'il y a vraiment des choses à faire et que ça vaut le coup que je consacre un certain temps de ma vie à ça. Donc le chirurgien Avine décrit en 1801 cette danse des Noirs qu'il a observée à Maurice, à laquelle il tente de pointer une différenciation entre les Africains et les Malgaches. On ouvre les guillemets. Leurs danses, qui nous paraissent extrêmement lubriques, ne sont pour eux que l'expression de sentiments naturels. Les femmes elles-mêmes répondent par leurs gestes et leurs positions lascives aux danseurs avec lesquels elles figurent. Les Africains sont en général ceux dont la danse est ainsi caractérisée, avec tout ce qui peut être teinté de stigmatisation, de racisme, voilà. Louis de Francinet rapporte de ses écrits de 1827 les paroles d'un dénommé M. Pitot, qui décrit aussi assez globalement la danse des Noirs. Le Shega. Le Shega est un petit drame renfermant tous les progrès, toutes les nuances d'une passion, depuis la déclaration première jusqu'au triomphe de l'amant, de l'amant inclusivement. Au milieu d'un cercle nombreux, et au son du tam-tam, s'élancent un noir et une négresse. Leurs premiers pas sont lents, leurs figures inanimées, leurs gestes sans expression. Ils marchent l'un vers l'autre, ils s'observent, tournent successivement sur eux-mêmes. Bientôt leurs regards s'animent, leurs mouvements sont à la fois plus rapides et plus tendres, et tous deux, par degrés, finissent par arriver à un état d'ivresse amoureuse, dont les spectateurs blancs les moins chastes ne peuvent remarquer d'être blessés. Il n'en est pas de même des Noirs qui les entourent. Le feu de leurs regards, leurs grimaces expressives, leurs trépignements, leurs cris, tout annonce combien ils prennent part à la scène qui se passe devant eux, et l'impatience avec laquelle ils attendent d'y figurer tous. Voilà le genre de témoignage qu'on peut récolter, qu'on peut trouver pour caractériser la danse des Noirs de cette époque. Donc, lire ceci, il y en avait un autre aussi, bon, j'ai pas tout récupéré, le voyage, tout ça, enfin bref, où il disait justement que de toute façon, la danse des Noirs n'avait aucune science chorégraphique. Et là, c'était pas quelque chose d'acceptable pour moi. Science, noir, c'est opposé, ah non, il n'y a pas de lien. Et voilà, une espèce de choses comme ça qui m'ont encore révoltée et qui m'ont fait dire, ok, et ben moi je vais la montrer, cette science chorégraphique. Je vais montrer qu'il y a une science dans cette danse héritée des Noirs à La Réunion. Bien sûr, je ne savais pas où j'allais, mais j'étais persuadée qu'il y en avait une. Et bon, si je suis là aujourd'hui, c'est que je pensais avoir trouvé... enfin, trouvé, non. Identifié en tout cas. D'autres après moi, ça serait tant mieux, continueront à lire et critiquer et à améliorer les lectures et les révélations que j'en fais. Et ça sert aussi à ça, la recherche. Donc, je continue sur... voilà, ce sont les différents noms qui ont pu permettre de désigner la danse des Noirs dans l'océan Indien. On parlait même à un moment donné de quadrilles africains. Donc, il y a bien ici ce mélange, comme l'anthropologue martiniquais David Catil parle que la plupart des pratiques culturelles, notamment dans ces pays, mais de manière générale, se forment un peu sous forme de couches archéologiques. Et donc, à une forme choréologique
se superpose une autre et puis se mélange et se recrée. Donc ce phénomène de créolisation, d'où paradigme de créolisation. Et David Catil qui a travaillé notamment sur le quadrille martiniquais qui s'appelle la haute taille. Donc il a fait un travail remarquable à ce niveau-là et je me suis aussi beaucoup nourrie de ses écrits pour mon travail sur le Maloya. Et donc ce Sega, terme générique, qui finalement revêt aujourd'hui la réalité et instrumentarium et choréologique de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maloya. Maloya, donc plus apparenté à la danse des Noirs hérités des esclaves, et dans la réalité historique, ils auraient voulu en tout cas que le Sega s'apparente, mais c'était une réalité sociale. C'était, c'est ce que disait Françoise Vergès tout à l'heure, que le Sega avait droit de cité dans les salons et que le Maloya restait dans les champs de canne, dans les habitations bien évidemment. On a vu apparaître au fur et à mesure donc de ce Sega créole, quadrille créole, un style qu'ils ont carrément nommé Sega Maloya. Je dis carrément parce que finalement, cette dichotomie entre Sega et Maloya, et on ne pratique que l'un ou l'autre, ça n'avait aucun sens. Et les acteurs culturels, les artistes qui étaient porteurs de ces musiques-là, l'ont aussi quelque part implicitement dit en appelant leur musique « je fais du Sega Maloya ». Puisque, comme on l'a remarqué aussi, c'est que Sega ou Maloya, finalement, à part le fait d'avoir des instruments qui décalent certains accents musicaux donc dans la musique, et donc les accents pour la danse, finalement, il y a une très grande similitude, si ce n'est le même noyau entre Sega et Maloya, jouer avec des instruments différents et qui revêtent aujourd'hui des réalités choréologiques différentes qu'on va voir ensemble. Donc la danse Maloya qui reste une danse très ancrée dans le sol, dansée et revendiquée comme avec les deux pattes à terre, c'est-à-dire les deux pieds au sol, à plat, parallèles, en contact avec la terre, en contact avec la poussière, alors que le Sega se voudrait être avec un talon décollé, avec une certaine distinction, avec une autre tenue du corps. Et à travers mes recherches, et notamment grâce à la sollicitation de l'INA en 2005, je crois, qui m'avait demandé de faire un article numérique pour le programme Danse sans visa, que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs. J'ai pu avoir accès donc, à ces archives de l'INA, et je retrouvais des images du Sega quadrille réunionnais dans les années 50. Et là, ma stupéfaction de voir apparaître des éléments du Maloya dans le quadrille en lui-même, et voilà, qui me font dire au fur et à mesure que finalement, du Sega en tout cas, qu'il y a eu une sélection naturelle par les Réunionnais, par ceux qui pratiquent, qui dansaient, d'une forme particulière dans le quadrille, puisqu'on a soit des parties chorégraphiques qui s'appellent la poule ou l'avant-deux. Enfin, ce sont des éléments très très précis que vous pourrez retrouver notamment décrits chez David Catil. Et qu'en fait, ce Sega qui se danse, comme je l'ai montré tout à l'heure, en contact, on se tient, il y a un vrai contact entre les deux partenaires, alors qu'avec le Maloya, il n'y a surtout pas de contact. Et le contact, s'il existe, il est uniquement visuel. Certes, comme ils le décrivent, au final, le but est d'arriver à ce contact, mais finalement, tout l'enjeu est de réussir à venir danser l'un face à l'autre, le plus proche possible, de s'effleurer, mais de ne jamais se toucher. Il y a vraiment cette subtilité-là dans le Maloya qui, pour moi, est fondamentale par rapport au Sega, où on est vraiment en couple fermé. On danse avec sa partenaire du début jusqu'à la fin de la musique, en se tenant et en réalisant des pas qui sont essentiellement latéraux, de droite à gauche, où les pieds restent sur une ligne de droite à gauche, alors que le Maloya, les danseurs sont face à face ou ils sont seuls selon s'ils sont à l'extérieur du cercle, hein, comme ils ont décrit. Ce couple est au milieu, danse ensemble, les pieds qui frappent le sol. Et là, on a toute une terminologie aussi pour décrire et caractériser ce qu'est la danse Maloya. On peut parler de pilé,
on peut parler de rouler, on peut parler de frotter. C'est donc toute la qualité du rapport des pieds avec le sol. Est-ce qu'on pile, comme on va le faire dans les services cabarets, mais je vais y arriver. Tac, tac, tac. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, Françoise, donc le Maloya, on pourrait peut-être, pour certains dire, gagne ses lettres de noblesse alors qu'elle a toujours été une pratique extrêmement noble et appréciée par les détenteurs de cette tradition, de cette pratique. Tandis qu'en parallèle, en face, et ça a été beaucoup décrié, notamment à La Réunion, que le Sega restait aux oubliettes, évidemment. Il y avait ceux qui étaient pro-Sega, pro-Maloya, mais voilà. Elle était souvent reléguée au rang de pratiques plus doudouistes parce que plus proches des Blancs plutôt que des racines africaines et des racines purement réunionnaises. J'ai trouvé aussi puisqu'il fallait donc donner une description fine à travers le temps, je dirais, de la danse Maloya, et j'ai analysé en fait différents. Là, on est sur une couverture de 45 tours de Maloya et on voit par exemple les bras ouverts des danseurs. Plus récemment, donc 2010, avec un photographe et aussi réunionnais donc qui se fait un portrait dansant, donc René Paul Savignan. Donc il y a cette forme des bras qui est souvent très ouverte, qui est assez caractéristique du Maloya. Et vous voyez que les gens ne sont pas en contact non plus à ce moment-là. Ils sont, voilà. On en est où? Je pense que je ne vais pas tout décrire. Je l'ai fait là déjà. Je vais pas reprendre tout en détail. J'ai pris de l'avance. Voilà. Si je peux faire donc la danse Sega est plutôt caractérisée par cette danse de contact. Là, c'est une photo de famille. J'étais d'ailleurs surprise et je demandais, c'est ma mère qui est à droite, et je demandais pourquoi ils se tenaient comme ça. Est-ce que c'était typique de danser le Sega comme ça? Et en fait, je pense que c'était plus lié à... On ne met pas la main sur les hanches de la danseuse, c'est indélicat. Avec des conceptions plus judéo-chrétiennes. Voilà, on se tient, mais on se tient de manière propre. Pas sur les hanches, ce qui est déjà un peu trop posé. Mais autrement, quand même, dans la plupart des vidéos, on le voit comme tout à l'heure, hein, le danseur tient sa danseuse, une main sur les hanches et une autre main soit dans la main, soit sur l'épaule. Et en face, le Maloya, et là c'est ici le groupe L'Indigo, qui est un des groupes aussi phares de La Réunion, qui fait le tour du monde déjà depuis plusieurs années, qui était au Japon encore dernièrement, et qui ont un Maloya extrêmement dynamique. Et voilà, là par exemple, vous voyez la danseuse, elle sort, donc, de gauche à droite, elle va passer devant le danseur, donc c'est lié ça. On a l'impression là qu'ils se touchent, mais justement tout est dans être aussi proche et ne jamais se toucher. Être capable d'être et dans le rythme à la fois, et de bouger ses hanches, et en même temps de faire du suspension-poids, et en même temps montrer ce qu'on sait faire, et en même temps ne jamais toucher l'autre, parce qu'attention, on reste aussi voilà, dans une espèce de désir jamais assouvi. Et donc, je vous disais tout à l'heure que ce travail de recherche m'a amené à penser le Maloya comme une danse plurielle, finalement, puisque sur mon terrain de recherche, donc à La Réunion, il y a 3 cadres sociaux de pratique qui se sont révélés. Je dirais d'abord la cour, qu'on voit tout à droite. La cour, c'est informel, ça peut être là maintenant, nous qui décidons de se lever, de faire un kabar Maloya, pourquoi pas, ou qu'on danse dehors, chez l'habitant, lors d'un mariage ou lors d'une communion, enfin d'un événement festif familial, d'un feu de camp organisé entre amis ou en famille. On a aussi donc, la forme plus ritualisée qui se fait dans les services cabarets, dans ces cadres intimistes familiaux, où d'ailleurs a été perpétuée la pratique du Maloya. Et là, c'est ce qu'on peut rapporter un peu à la pratique du candomblé au Brésil, où le but dans ces cérémonies, c'est de commémorer
ou l'anniversaire de la mort d'un proche, ou l'abolition de l'esclavage donc au 20 décembre, ou parce que la personne aurait fait un rêve dans lequel l'ancêtre lui demande de faire ce rituel pour honorer sa mémoire. Donc c'est autant d'occasions d'organiser ce service cabaret. Et dans le service cabaret, le maloya, la musique et la danse sont vraiment c'est quelque chose de central. C'est-à-dire que, donc, par exemple, le jour même, puisqu'il y a quand même 10 jours de préparation avant, 1 an de préparation avant, le temps de préparer les animaux, que chacun mette à disposition ce qui est nécessaire pour bien organiser ce rituel. Le jour J du service cabaret, qui commence à 6h et qui refinit à 6h, qui fait un tour de cadran, les gens mangent, sont invités à dîner. Ça commence plutôt vers 6h du soir, 7h, jusqu'à 21h à peu près, les gens sont invités à manger. Et tous ceux qui sont là présents sont invités à manger et personne ne déroge à la règle. Personne ne vient sans manger en fait. Et c'est évidemment ouvert, c'est une invitation, c'est un moment festif, c'est un moment de partage, contrairement à ce qu'on a pu nous dire quand on était marmaille, que c'était de la sorcellerie, qu'il fallait surtout pas regarder, qu'il fallait pas écouter les roulements de tambour qu'on entendait du rouleur. Et donc j'ai pu découvrir là vraiment une manière d'être au monde qui m'était complètement inconnue à l'époque. Et en fait, sur le terrain, quand je demandais à chaque maloyeur, autant ceux qui sont les plus anciens, Firmin Viry, la famille Lélé, l'Indigo aussi également, tous ces gens qui sont détenteurs de cette tradition maloya, essentiellement d'origine noire, hein, malgache ou africaine ils m'ont dit: Florence, si tu veux comprendre ce qu'est la danse maloya, il faut que tu rencontres telle personne. Et telle personne, c'était Jean-Claude Viader. Jean-Claude Viader qui était l'officiant de Madame Baba. Madame Baba, vous entendrez dans son nom dans beaucoup de chansons du maloya, parce que on dit que c'est la pionnière, celle qui a vraiment perpétué le maloya à La Réunion dans les services cabarets. D'origine malgache, elle organisait ses services cabarets. Et même tous les Daniel Noiro, tous les plus grands maloyeurs aujourd'hui sont au moins passés par chez Madame Baba pour vivre ces expériences musicales, pour apprendre vraiment aussi à cet endroit-là. Et donc, je rencontre ce monsieur qui me fait rentrer dans le service cabaret, et là, je découvre un pan de La Réunion que j'ignorais. J'étais vraiment ravie de découvrir que ce n'était pas de la sorcellerie. Quoi même que, est-ce que la sorcellerie, c'est encore un autre débat, si ce n'est que la gestion de flux, d'énergie, de plantes, de connaître la pharmacopée, mais ce service cabaret est un immense moment de partage, de sacrifice, de temps qu'on donne à l'autre, et même d'argent qu'on met à disposition, et d'offrandes qu'on fait. Et c'est un véritable festin. Donc oui, c'est aussi ouvert au tourisme, mais c'est absolument pas, je tiens à le dire, c'est absolument pas un fait touristique, c'est un fait traditionnel dans le sens où il a été fait de plusieurs générations en génération, qui se maintient et que ça fait sens et que c'est structurant pour ces gens-là et qu'ils se définissent aussi en tant que réunionnais, notamment par ce type de pratiques qui font sens dans leur vie et qui leur permettent d'appréhender le monde à travers cette façon d'organiser leur vie finalement. Et le maloya, dans ce cadre-là, la danse maloya, et cette apothéose en fait de ce rituel, c'est-à-dire que tout est fait pendant une année de préparation, pendant ces 10 jours de préparation, d'appropretage, comme on dirait en réunionnais, de vraiment purification du corps. Tout est fait pour que le jour J, la danse se manifeste, mais la danse trans, on parle de gagne l'esprit, que le corps la gagne l'esprit, que l'ancêtre en fait se manifeste de manière cinétique à travers le corps du danseur. Et c'est extrêmement attendu, contrairement à ce qu'on a pu nous dire que c'était de la sorcellerie, que la personne va devenir folle. C'est au contraire, ce qu'elle disait tout à l'heure, Ouria, j'ai fait du coup un parallèle avec ce dédoublement. Là, c'est peut-être pas un dédoublement, mais c'est surtout l'abandon ou l'offrande de son propre corps, finalement, pour que l'ancêtre puisse s'incarner, se manifester. Et comment on reconnaît que l'ancêtre est là?
est reconnu par le cadre intimiste de la famille qui a organisé le rituel, parce que la personne qui est en transe, qui est en train de danser, va incarner la posture, la corporéité de cette personne qui vient s'incarner. Et donc si c'est un gramoun, comme on dit chez nous, qui est une personne plus âgée, qui avait l'habitude de vêtir un chapeau ou de prendre une cigarette, la personne va prendre cette attitude corporelle de cet ancêtre et va aller prendre le chapeau sur une personne qui est à côté pour manifester et pour donner des signes de reconnaissance que je suis là, c'est moi qui suis là. Et puis une autre personne sera là et peut-être qu'elle va se déplacer d'une manière qui va être reconnue par les pairs. Et on va dire, ah ben ça c'est mémé un tel. Ou voilà. Donc c'est un moment de joie, puisque dans cette conception de la vie, c'est un continuum, il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. C'est que les ancêtres, ils sont toujours là, et on se doit de rappeler qu'ils sont là, qu'ils sont parmi nous. Ils sont plus ou moins visibles, en tout cas ce jour-là, à travers la danse, ils sont visibles. Ils se manifestent, et ils se manifestent parce qu'ils sont heureux, contents d'avoir été honorés de la manière la plus respectueuse possible, et que si danse trans il y a, c'est que le rituel a été bien organisé, et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Autrement, c'est plutôt signe de mauvais présage. C'est aussi l'occasion de demander des faveurs. C'est aussi le moment de recevoir des leçons, peut-être, ou des réprimandes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est dit. Ou là, pas bien prend soin de Tima Maïla, ou là, pas garde des Sili, fais attention. Enfin, voilà, voilà, c'est aussi le moment de recevoir des messages des ancêtres pour guider les vivants et de leur dire de ne pas oublier de là où ils viennent et ce qu'ils doivent continuer à faire. Donc, tout un monde de messages, de prise de conscience, de réincarnation et d'être simplement et de respecter ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, et d'être dans cette continuité, en tout cas, grâce à ces rituels, grâce à ces manifestations. Et donc enfin, le dernier cadre social de pratique, c'est on dit suppodium parce qu'à l'époque, c'était essentiellement suppodium qu'on faisait, qu'on pouvait montrer. Enfin non, c'est pas ce que je veux dire. Suppodium, ça inclut la séparation des espaces entre un public et les acteurs culturels, les artistes, avec une entrée payante ou pas payante, mais en tout cas il y a une séparation qui est faite, contrairement à ici dans le service cabaret où on est vraiment dans un espace circulaire où les gens peuvent y rentrer et en sortir facilement s'ils sont en transe, alors que là il y a vraiment séparation, il y a une mise à distance et une mise en spectacularisation de ce Maloya qui existait déjà donc depuis les années 70, comme le disait Françoise tout à l'heure. Et en tout cas, on n'est donc pas du tout ici, là, dans l'état folklorique, je dirais, de cette danse. Je ne vais pas montrer ça. Tac, tac, tac. Je vais juste vous montrer, par exemple, alors après, évidemment, il y a plusieurs cadres sociaux de pratique, mais qui s'interpénètrent de toute façon. Dans un service cabaret, on peut tout à fait voir un Maloya à la cour, dans le sens où il est uniquement dédié à prendre du plaisir, danser ensemble. Et là, je vous montre ici, c'est chez Daniel Waro qui a chaque année organise au Case Cabar, c'est un vaste espace où il n'y a que du troc don contre don ou de partage, un peu comme un service cabaret finalement, mais en plein air, où en fait il y a Maloya, danse, musique et que du live, et où vous pouvez voir les meilleurs chanteurs locaux s'y produire. Est-ce que ça marche? Non, c'est parti à l'envers. Tac. Je n'aurais pas dû faire ça.
Ah, il a peut-être éteint tout ça. Je ne sais Ah, ok. Bon, en tout cas, là, vous avez vu que des hommes se touchaient, se touchaient, ils étaient en contact en tout cas. Donc là, il n'y a pas de règle, je dirais, il y a des manières de danser qui se révèlent, qui sont identifiables, puisqu'elles se reproduisent et qu'elles sont... mais on s'autorise aussi à voilà, être en contact, puisque là, on est dans un cabaret la cour, et qu'en fait, on fait ce qu'on veut de toute façon, et que dans le Maloya, que ce soit le chanter ou le danser, il y a une très grande part d'improvisation également, qui est permise et qui est même, je dirais, encouragée. Et donc ça fait partie, c'est constitutif même de la danse Maloya. Parce que c'est moi qui n'ai plus de batterie. D'accord. Non mais je... Ah ouais. Mais c'est le VGA, il est où? Ah, il a peut-être éteint tout ça. Je ne sais Ah, ok. Bon, en tout cas, là, vous avez vu que des hommes se touchaient, se touchaient, ils étaient en contact en tout cas. Donc là, il n'y a pas de règle, je dirais, il y a des manières de danser qui se révèlent, qui sont identifiables, puisqu'elles se reproduisent et qu'elles sont... mais on s'autorise aussi à voilà, être en contact, puisque là, on est dans un cabaret la cour, et qu'en fait, on fait ce qu'on veut de toute façon, et que dans le Maloya, que ce soit le chanter ou le danser, il y a une très grande part d'improvisation également, qui est permise et qui est même, je dirais, encouragée. Et donc ça fait partie, c'est constitutif même de la danse Maloya. Parce que c'est moi qui n'ai plus de batterie. D'accord. Non mais je... Ah ouais. Mais c'est le VGA, il est où? Florence? Oui. J'ai un... Tu en as? Ouais. Le même que le mien? Oui. Ah d'accord, c'était... D'accord. Très bien, super. Parce que je l'avais ici. Et donc le temps que ça se remette en place, si ça se rallume. Donc de ce travail de recherche, ok, ça c'est pour demain. Tac, tac, tac. Il se trouve donc en fait... Ah ok, très bien, oui, ok, ça marche. Ben voilà, vous voyez comment il se danse, effectivement. Il n'y a pas besoin de forcément avoir une partenaire en face. On est vraiment avec soi aussi, avec ce rapport à la terre. Vous voyez que les gens enlèvent leurs chaussures. Même moi, je ne peux pas résister à ne pas enlever mes souliers, mes savates et dans la poussière. Et c'est juste comme ça qu'on l'apprécie. Après, chacun est libre de faire comme il a envie, mais... Ben, je crois que là, c'est... et aussi pourquoi je me suis lancée dans cette recherche-là, par cette prise de conscience, mais aussi par un sentiment de culpabilité, parce que depuis que j'avais quitté La Réunion et que j'ai commencé à chorégraphier, j'étais sur Montpellier, encore à l'université, j'avais commencé à mettre à chaque fois une signature maloya dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que chaque fois, ou même quand j'étais sur Paris, dans des compagnies parisiennes, il y a toujours un moment où on nous dit bon, vous avez 2 weeks de libre, vous faites ce que vous voulez. Il y a toujours un moment où je voulais mettre cette patte maloya. Et finalement, je me suis retrouvée à la déstructurer quelque part, à la recréer à ma manière. J'enseignais aussi les pratiques physiques, soit à l'université ou dans des centres de remise en forme pour me payer mes études, ou la danse. Et chaque 20 décembre, je faisais pratiquer les personnes le maloya comme pratique de renforcement musculaire, tout simplement, parce que pour ceux qui l'ont traversé ou ceux qui viendront cet après-midi,
Voilà, on ne peut plus physique, on ne peut plus oui, physique et fatigant et sculptant. Donc voilà. Donc je me sentais responsable aussi de montrer. On dit ah c'est ça le Maloya. Non, non, c'est pas ça le Maloya. J'ai déjà changé des choses. Ah oui, mais alors dans ce cas tu me dis que tu fais le Maloya, mais en fait Ok. Donc je me suis vraiment sentie responsable qu'il fallait avant de déstructurer et de recréer quelque chose, être capable de parler de la structure initiale et essayer, tant que c'est possible, de respecter cette structure. D'où le travail scientifique, dans le sens avec une rigueur, travailler avec et intimement avec les détenteurs de cette tradition, de voir comment chacun investit la danse et comment chacun a aussi inventé sa signature performantielle, puisque chaque pratique culturelle, comme le dit aussi David Catil, se construit entre affiliation collective et signature performantielle. Si on parle de tradition, les traditions, si elles ne se renouvellent pas, elles meurent. Donc, voilà, plusieurs auteurs en ont parlé, je ne vais pas les citer là. Mais, et donc, c'était aussi la preuve que... Alors, on m'avait dit, ah oui, mais alors le Maloya, ça se danse pas avec le talon décollé. Hein. Ah bon, d'accord. Ok, alors ça se danse pas avec le talon... Bon, évidemment, je suis réunionnaise, je sais un peu, mais dans ces cas-là, on fait comme si on ne sait rien. Et on accueille tout ce qu'on nous dit pour vraiment digérer les informations et surtout de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière ça. Et puis finalement, grâce aux images de Lina, je retrouve 15 ans plus tôt des images de cette même personne détentrice, d'une famille détentrice de la tradition, qui danse exactement comme elle m'a dit qu'il ne fallait pas danser, c'est-à-dire avec le talon qui se décolle. Et là, je me dis, ah ah, intéressant. Et en fait, c'est juste que ces détenteurs d'une culture ont vraiment besoin, envie de poser des marqueurs identitaires à travers ces pratiques-là et de dire, ok, il faut créer des séparations. Le Maloya, ça se danse 2 pattes à terre et c'est tout. Si tu décolles, c'est que tu es en train de danser du Sega. Enfin, et donc, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a cette volonté d'affirmation identitaire et de distinction par rapport aux autres. D'un point de vue anthropologique, je trouve ça assez génial et qui nourrit la réflexion et comment l'individu peut investir à travers ses pratiques, mais à travers aussi un discours, et qui finalement après recrée une nouvelle tradition. Et c'est pourquoi souvent on parle de soit la manière danser de Daniel Waro, ou la manière danser de Christine Salem, ou la manière de danser de la famille Lélé. Ah oui, il a un pas Lélé là, waouh, il est super dynamique. Et finalement, c'est ça qui va créer aussi les distinctions et créer des écoles aussi. Donc il va faire aussi cette richesse de la danse Maloya qui me permet encore de dire que c'est un processus continuel de transformation, d'innovation, de singularisation, et donc ce fameux processus de créolisation, processus perpétuel qui continuera tant que les individus l'investissent, tant que les individus y mettent de leur singularité. Et du coup, forte de ce travail, forte de ces révélations à travers le terrain, j'ai identifié et noté sur une partition Laban du mouvement ce que peut être cette espèce d'ADN cinétique de la danse Maloya, parce qu'évidemment il y a tellement de manières différentes de le danser, de mettre les bras ici, de mettre les bras là, et pourquoi, et que finalement, est-ce que au-delà de ça, est-ce qu'il y a une matrice qui est reconnaissable, identifiable dans tous les corps? Et oui, elle y est. Et c'est à partir de cet ADN cinétique là que dans la création que j'ai faite cette année, en écho, Françoise parlait tout à l'heure du déplacement des populations réunionnaises, notamment dans le cadre du Bumidum, mais aussi les enfants réunionnais déportés dans la Creuse. C'est une histoire qui m'avait beaucoup marquée lorsque j'étais enfant, parce que ça se faisait encore quand j'étais enfant. Et on me disait, attention, la voiture de l'assistance sociale va t'amener dans la Creuse si tu restes sur la route, rentre vite chez toi. Donc ça m'avait toujours marqué. Quand enfant, vous devenez adulte et que vous réalisez que c'est une histoire vraie. Donc j'ai voulu travailler sur cette pièce, en tout cas j'ai travaillé sur ce sujet. Et en écho à la déstructuration des identités de ces enfants déportés, enlevés et déplacés, comme on veut l'appeler, j'ai déstructuré aussi cette danse Maloya et je l'ai réinjectée dans des corps de danseurs qui ne connaissent pas l'expérience, pour vraiment voir qu'est-ce qui se joue maintenant. Qu'est-ce qu'on fait si on reconstruit à partir d'une amnésie, on réinvente à partir de toute façon, on invente toujours
Mais si là, les danseurs, et c'était vraiment mon souhait, c'est ce que j'ai fait, et Robin Fabre est avec moi aussi aujourd'hui, qui est un des danseurs que j'ai choisi pour m'accompagner sur cette pièce, des corps qui n'ont jamais vu la danse Maloya, qui n'ont jamais même connu l'expérience de la danse Maloya dans les corps, qu'est-ce que ça fait si je leur injecte des bribes cinétiques, des morceaux de la danse Maloya? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je peux voir ma danse Maloya réapparaître? Et parce qu'elle est apparue dans les corps de certains, ce sont ceux-là que j'ai choisis pour la pièce que vous allez voir demain. Ce soir, pardon, la journée va être très longue. Ce soir, à 20h30, à l'espace culturel d'Espal. Pas la pièce en entier, parce qu'on est 4 danseurs et que là, je montrerai juste un extrait chorégraphique. Donc voilà, si vous êtes là ce soir, vous verrez comment de ces traditions et de cette révélation de l'ADN cinétique, à travers mon regard singulier, d'autres auront d'autres regards, tant mieux, ça sera riche et pluriel. Comment j'ai réinvesti et ce que j'appelle, ce qu'on a fini par me caractériser comme un Maloya contemporain, et comment on peut recréer son futur, j'ai envie de dire, notamment par rapport à ces enfants qui, pour certains, se sont suicidés et d'autres sont encore en vie et qui ont été dans une certaine résilience. Comment réinventer son existence finalement, et à partir de quoi? Et donc ces danseurs, ils inventent à partir de de toutes les techniques qui ont traversé leur corps et des propositions que je soumets, une certaine danse, et ça donne ce que ça donnera ce soir, que je vous laisserai apprécier. Voilà, je vous remercie de votre attention.